Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore l'esprit du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la parenthèse scientifique. Et aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale et avec moi autour de la table pour animer cette émission, Mathilde. Bonjour à tous. Et puis à la technique derrière, bien évidemment, Sylvie. Bonjour. Et Arthur. Bonjour. Qui est stagiaire et qui est avec nous également aujourd'hui. Alors, une émission au format un peu spécial, comme je vous le disais, dans lequel on va parler cerveau et apprentissage. Alors, quels sont les mécanismes sous-jacents de l'apprentissage au sein de notre cerveau? Autrement dit, de quelle façon notre cerveau apprend-il? Alors, nos capacités d'apprentissage sont-elles, par exemple, différentes en fonction de l'âge? Ou sommes-nous égaux ou inégaux face à ces capacités? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous avons la chance de recevoir en direct de son laboratoire Charlie Wilson, et non pas le chanteur, non, le docteur. Oui, c'est bien lui. Charlie est chercheur à l'INSERM, à l'Institut des cellules souches et du cerveau à Lyon, et il étudie donc entre autres les bases neuronales des mécanismes d'apprentissage. Vous reprendrez bien un peu de science? Bonjour Charlie, tu vas bien? Bonjour, oui, je vais très bien, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment très contents, nous aussi, de te recevoir. Et puis alors là, on parlait des bases neurales de l'apprentissage, mais tout ça, c'est quand même assez mystérieux. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'objet et le but de tes travaux, justement, sur l'apprentissage? Oui, alors, moi, ma question dans l'apprentissage, c'est un élément de l'apprentissage qui est relativement peu connu, c'est l'apprentissage à apprendre. Et donc, ce sujet semble un peu mystérieux. C'est assez simple, c'est la capacité d'améliorer son propre apprentissage au cours de temps, de passer de quelqu'un qui peut simplement apprendre à faire quelque chose à quelqu'un qui devient expert dans quelque chose. Et cette capacité d'apprendre à apprendre, on a découvert, est liée à les fonctionnements d'une certaine région du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. C'est une région qui est dans la partie antérieure de votre cerveau, donc juste au-dessus et derrière vos yeux. Et c'est une région qui beaucoup grandit par l'évolution dans les derniers avancements dans l'ordre primate et entre les différents primates non humains et l'homme. Il y a une grosse expansion de cette zone. Et une des choses qu'on trouve est très important là-dedans, c'est notamment cette capacité d'apprendre à apprendre. D'accord, donc tu veux dire que ces capacités d'apprentissage-là, elles sont liées aussi au cours de l'évolution, à l'augmentation de taille de cette région du cortex préfrontal? C'est une de nos hypothèses. Les questions de pourquoi les choses ont évolué sont toujours des questions très compliquées, mais on a l'impression que c'est une capacité qui a été évoluée notamment par les primates et ça leur rendre plus efficace dans leur façon d'apprendre et plus flexible aussi. Et c'est une des choses qui marque l'ordre primate, c'est la capacité d'avoir un comportement très flexible face à des difficultés dans l'environnement. Et c'est notamment ça qui a apporté leur succès. On trouve des primates à travers le monde et capables d'adapter dans différentes niches environnementales. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de très important, on pense. Merci beaucoup, Charlie. Alors, on a pas mal de questions à propos de cet apprentissage. Déjà, on parlait des bases neurales. À quoi c'est lié l'apprentissage? Comment on apprend? Eh ben, c'est un gros question et il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus. On sait que à la base, on a des systèmes neuraux très simples, relativement simples, qui nous permettent de faire de l'apprentissage très simple. Je pense que presque tout le monde a entendu l'histoire de Pavlov et les chiens. C'est une expérience très connue
ou de conditionnement. les chiens dans le laboratoire d'un chercheur qui s'appelait Pavlov à l'époque ont appris à prédire leur repas par le son d'une cloche. Et donc ce genre d'apprentissage, ça s'appelle le conditionnement, tout simplement. Et on connaît des mécanismes très simples neurales qui permettent de faire ces associations entre différents événements. Mais aussi, les formes d'apprentissage deviennent de plus en plus complexes quand on commence à apprendre le genre de choses qu'on apprend, nous les humains, à l'école et avant l'école quand on apprend les langages. Et c'est là qu'on peut travailler, nous, dans notre domaine, pour améliorer notre compréhension de l'apprentissage et peut-être pour porter des informations au public de comment chercher à mieux apprendre. Quand on t'avait eu, Charlie, pour préparer cette émission, tu nous avais dit que l'apprentissage se faisait aussi par erreur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, donc en fait, je trouve que c'est extrêmement important, les erreurs, et on a une tendance à sous-valoriser les erreurs, si vous voulez. Donc, pour comprendre pourquoi c'est si important, il faut comprendre un peu comment le cerveau marche. On a tous un peu une idée que le cerveau, c'est un genre de boîte noire et on rentre de l'information dedans quand on regarde des choses, quand on touche des choses, et puis on répond dessus. Donc c'est comme si c'est une boîte qui est réactive. Et en fait, dans les derniers 20 ans, les neurosciences, peut-être le plus grand avancement dans les neurosciences, c'est qu'on vient à comprendre que le cerveau n'est pas construit comme ça, en fait. Le cerveau est construit pour tout le temps prédire exactement ce qui va se passer devant nous, en avance de toute action et de toute situation. Donc on appelle ça le théorie du cerveau prédictif. Et quand on a une prédiction, c'est le changement par rapport à notre prédiction qui peut lancer l'apprentissage. Je donne un exemple. Si je vais jouer au tennis, je vais faire ma service pour lancer le prochain point. Et je vais avoir une prédiction. Je vais avoir une prédiction de comment je vais jeter la balle, taper dans le balle, et qui va rentrer dans le terrain correctement pour relancer le prochain point. Et que mon adversaire va le relancer vers moi. Donc, pour tous ces éléments-là, j'ai des prédictions dans le cerveau. Et si je fais un mauvais service, ça passe à côté, j'ai fait une erreur, et donc j'ai fait une erreur par rapport à ma prédiction. Et ça induit ce qu'on appelle une erreur de prédiction. Et ces erreurs de prédiction, on trouve les traces de ces erreurs de prédiction dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on trouve des groupes de cellules dans le cortex préfrontal qui s'activent spécifiquement quand on a fait une erreur par rapport à notre prédiction. Et c'est clair que ces erreurs de prédiction, ça lance tout un processus dans le cerveau qui va nous aider à apprendre à adapter notre comportement pour corriger cette erreur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on considère souvent les erreurs comme quelque chose de négatif, mais ce n'est pas du tout le cas. Une erreur de prédiction, ça peut être positive aussi. Dans le même exemple, si je lance ma service et je fais un ace, donc c'est-à-dire que mon adversaire n'arrive pas à retourner le balle, là j'ai dépassé mon prédiction. Mais quand même, il y avait une erreur dans ma prédiction parce que je n'ai pas prédit ça. Donc ça, on appelle ça une erreur de prédiction positive. Okay? C'est une erreur positive. Le résultat est mieux que ce que j'attendais avant. Et donc ça aussi, il faut que j'apprenne là-dessus. Parce qu'il faut que j'apprenne de continuer à faire ce genre de service pour mieux réussir dans le match. Et donc, je vais apprendre sur une erreur positive. Donc, dans tous ces cas-là, c'est l'erreur, et l'erreur de prédiction notamment, qui est absolument primordiale pour notre apprentissage. Et ça, c'est quelque chose que quand je parle en plus grand public que juste dans mon labo, je trouve qu'on sous-estime l'importance de ces erreurs. Quand on veut apprendre des choses, il faut qu'on cherche à faire des erreurs, activement, et cherche à se faire corriger. Je pense toujours de l'exemple, vous entendez mon petit accent anglais,
J'espère que c'est assez petit. Et quand j'ai appris le français, c'était vraiment nécessaire pour moi de faire des fautes, Oui. d'essayer et de me faire corriger. Oui. Et donc, c'est vraiment comme ça que l'apprentissage avance. Et moi, j'avais une question, donc pour rebondir un petit peu, non pas sur la balle de tennis, mais par rapport au fait d'attribuer des émotions à un souvenir. Est-ce qu'on apprend mieux avec un souvenir positif associé, ou est-ce qu'on apprend mieux, au contraire, quand il y a une espèce de déception pour revenir, par exemple, sur l'exemple du sport, là, précédemment évoqué pour le tennis, est-ce qu'on a ou pas une meilleure façon d'apprendre selon si l'émotion est positive ou négative? C'est une question intéressante. Ce qui est clair, c'est qu'on apprend mieux quand l'émotion et le contexte est fort, que ce soit positif ou négatif. Donc, après, donc ça c'est la première chose, c'est que être bien engagé dans ce qu'on doit apprendre de manière attentionnelle, donc de bien être engagé, j'attends, je regarde beaucoup, ça m'occupe beaucoup, ça c'est clairement important. Et être émotionnellement engagé, que ce soit émotion négative ou positive, est important pour améliorer l'apprentissage. Après, il y a des cas très clairement où des événements très négatifs, très marquants, créer des souvenirs très forts et parfois perturbants. On a des cas de mémoire, de souvenirs traumatiques qui sont très difficiles à modifier, à supprimer et peuvent poser problème. Néanmoins, c'est aussi le cas que les événements fortement positifs sont très bien appris aussi. Tu parlais un moment, Charlie, de l'importance de la motivation. Oui. Aussi dans l'apprentissage, donc ça rejoindrait un peu la question de Mathilde. Tout à fait. La motivation, c'est quelque chose, c'est aussi un sujet d'étude pour nous, d'essayer de comprendre ce que c'est dans le cerveau, la motivation. C'est très difficile à mesurer parce que c'est plus ou moins un mesure interne, un élément interne à l'individu, donc c'est toujours très difficile à mesurer. Mais ce qui est clair, c'est que la motivation pour apprendre est quelque chose qui est absolument primordial pour mener à un bon apprentissage. Et tu as évoqué tout à l'heure l'idée que peut-être l'apprentissage change au cours des années. Et ça, c'est certainement vrai, c'est-à-dire que les petits-enfants qui sont en train d'apprendre le langage pour la première fois, ils ont la capacité d'apprendre et associer des mots qui est vraiment extrêmement important et impressionnant. Mais dès qu'on arrive à l'adolescence, à partir de l'adolescence jusque pour tout l'âge adulte, on note qu'il y a on a souvent l'impression que notre capacité d'apprendre baisse au cours du temps, mais il y a des études de plus en plus qui suggèrent que la chose qui baisse en fait, c'est la motivation pour apprendre. Et que si les gens sont tout à fait aussi motivés, aussi engagés dans leur apprentissage, ils sont capables d'apprendre par exemple une nouvelle langue ou une nouvelle capacité, un nouveau sport, toute autre chose, aussi bien à l'âge de 16 qu'à l'âge de 76. Mais il faut être engagé et il faut se donner le temps et les moyens. Et évidemment, en âge adulte, souvent on a moins de temps, moins d'énergie et tout ça. Mais oui, la motivation est donc très très importante. Ça me fait penser à une interview de Jacques Brel que j'ai vue là il n'y a pas longtemps où il parle de la bêtise et où il dit finalement la bêtise, c'est un type qui se dit c'est bon, je vais bien, je vis, je vais bien, tout va bien. Tu vois, puis il se lève pas le matin en se disant j'en sais pas assez, j'en fais pas assez. Tu vois. Mais du coup, je m'inclus dedans. Hein. Je pense qu'effectivement, en vieillissant, la motivation diminue. Mais c'est quand même super de savoir que en ramenant la motivation, on va ramener aussi des capacités d'apprentissage. En tout cas, moi, ça me fait bien d'entendre. Mais on peut toujours se trouver dans ces histoires. Moi aussi, je me retrouve toujours dedans. Moi, personnellement, la chose que je sais très bien qui
qui joue sur ma motivation, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est aussi un élément extrêmement important. Et j'ai toujours eu des difficultés de sommeil personnellement. Et on entend de plus en plus de conseils pour faire un bon sommeil et l'importance d'un bon sommeil. Et pour l'apprentissage, ça c'est d'autant plus vrai que pour d'autres choses. C'est vraiment extrêmement important. Le sommeil est impliqué directement dans notre apprentissage, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des processus de consolidation des choses qu'on apprend pendant qu'on dort, et que donc quand on n'a pas assez dormi, ça veut dire qu'on a aussi empêché ce processus de consolidation des choses apprises à se faire. Et aussi, quand on est fatigué, ça a un impact clair sur la motivation, ça baisse la motivation et donc on est moins bien situé pour apprendre. Alors, il me semble que Mathilde, elle avait une question sur l'origine de ses capacités d'apprentissage également. Donc là, on voit finalement, normalement, elles ne sont pas censées être différentes, sauf pour les jeunes enfants, en fonction de l'âge. Mais est-ce que, du coup, elles sont innées ou acquises? C'était la question de Mathilde qui était extrêmement pertinente la dernière fois. Oui, je me posais la question, finalement... de l'inné, parce qu'on a peur du feu, parce qu'on sait que ça brûle, mais quand on n'a jamais vu de feu, comment ça marche? Est-ce qu'il faut absolument une expérience douloureuse ou une expérience pour se rendre compte? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'instinct derrière? Est-ce que l'instinct animal existe sans aller jusqu'à des fois avoir un mauvais pressentiment? Mais quelle est la frontière entre l'inné et le début de l'apprentissage, en fait? Ouais. Donc c'est toujours un énorme débat dans beaucoup de domaines, dont le domaine de l'apprentissage, mais aussi dans le domaine de langage et autres choses. La ligne entre l'inné et appris est toujours difficile à tester, entre autres parce que pour faire des expériences là-dessus, il faut faire des expériences chez des tout petits bébés avant qu'ils aient eu l'opportunité d'apprendre quelque chose. Et comme vous pouvez imaginer, faire des expériences avec des petits bébés, c'est très difficile. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a sûrement des éléments, par exemple des réactions comme à la feu ou comme à quelque chose de douloureux qui sont tout à fait innées. Et aussi, on a l'impression que dans des domaines plus cognitifs d'apprentissage, par exemple le langage, on a l'impression qu'il y a au moins des structures et des fonctionnements du cerveau qui, même s'ils ne nous apportent pas de connaissances innées, ils nous apportent une capacité de très très rapidement apprendre. Donc, qui est donc une capacité innée, si ce n'est pas une connaissance innée. Alors, après ça, le débat devient assez compliqué pour savoir exactement où tirer la ligne. Et moi, ma réponse à ce débat est souvent de me poser la question de pourquoi c'est important de savoir. Et parfois, c'est très important de savoir si on veut, par exemple, investiguer les capacités d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Mais dans d'autres situations, c'est une discussion plutôt intellectuelle qu'appliquée. Et donc, voilà. Mais c'est une question que tout le monde, beaucoup de gens dans notre domaine se penchent dessus. Merci beaucoup, Charlie. Donc là, peut-être pour faire un petit résumé très succinct de ce que tu viens de dire, donc les phénomènes d'apprentissage et les mécanismes d'apprentissage dans le cerveau se trouvent au niveau du cortex préfrontal. Finalement, l'apprentissage n'est pas censé être différent en fonction de l'âge. Elle est aussi beaucoup liée à la motivation. Donc là, on vient de dire, on ne sait pas très bien distinguer entre l'inné et l'acquis parfois, en tout cas pour ce qu'on sait pour l'instant. Et puis, surtout, tu nous as quand même expliqué là assez bien qu'on pouvait se tromper, en tout cas qu'il était même bon de se tromper en termes d'apprentissage. Très bon, oui. Voilà, et que la dernière découverte de ces 20 dernières années, quand même, c'est que le cerveau fonctionne sur un mode plutôt prédictif.
Et Tout ça, à fait. c'est très Je intéressant. tiens juste à clarifier quelque chose. Le Dis-moi. cortex préfrontal est tout à fait important, mais tout le cerveau est impliqué dans l'apprentissage. Il y a d'autres aires. Il y a des zones du cerveau très étudiées qui sont impliquées dans les formes d'apprentissage dont on parle toujours, les souvenirs de notre vie. C'est des zones comme l'hippocampe et d'autres. Mais voilà, moi personnellement, j'étudie le cortex préfrontal. Voilà, tout ça, c'est toujours systémique. Merci beaucoup, Charlie. Dis-moi, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur la maladie de Parkinson, puisque ça, c'est aussi un sujet qui nous intéresse, et je sais que ça fait partie de tes travaux. Cette maladie de Parkinson, nous, on le voit dans notre domaine en santé-environnement. Sur le dernier rapport Pesticides-INSERM, on voit que la maladie de Parkinson peut être liée fortement aux insecticides organophosphorés et organochlorés, notamment. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu ce qu'est la maladie de Parkinson et quel est le but de tes travaux? Donc, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit noyau de cellules très profond dans le cerveau qui meurt plus rapidement que naturellement. Et donc, c'est une maladie qui touche principalement des personnes au-dessus de 60 ans. Et on sait le problème dans le cerveau, on sait qu'il y a ces cellules qui meurent, et ça a une implication sur la motricité des patients. Donc, les patients avec un Parkinson, ils ont ce qu'on appelle l'akinésie, qui est une difficulté de se déplacer, de bouger, et un bradykinésie aussi, qui est aussi lié à une difficulté de lancer les mouvements. Et c'est grâce à ces symptômes-là, les symptômes qu'on appelle motrices, qu'on arrive à diagnostiquer ces patients. Alors, c'est une maladie dégénérative et on n'a pas la capacité de le guérir. Donc, par contre, on a beaucoup de thérapies maintenant, thérapies médicales et aussi maintenant des thérapies chirurgicales qui aident ces patients à garder une qualité de vie pendant beaucoup plus de temps qu'avant. C'est une maladie neurodégénérative aussi dans le sens que c'est progressif au cours du temps. Et visiblement, on a découvert que c'est une maladie qui touche les gens pendant un certain nombre d'années avant qu'ils ne soient diagnostiqués. Et ça, c'est parce que le perte de ces cellules clés profondes dans le cerveau, visiblement, ça commence pendant beaucoup d'années et le cerveau est capable de compenser pour cette perte de cellules pendant une longue période de temps. Et c'est uniquement après qu'à peu près 80% de ces cellules sont perdues que les symptômes commencent à émerger. Donc, un des sujets de mes recherches, c'est d'essayer de comprendre ce système de compensation qui est donc lié dans le cerveau, dans les processus cérébraux. On pense que c'est lié à les systèmes d'apprentissage, c'est pour ça qu'on l'étudie. Et de voir si on peut comprendre ce système de compensation et de le booster dans un certain sens pour aider les gens à résister aux symptômes de la maladie pendant plus longtemps. Travail d'importance et recherche d'importance. Merci beaucoup, Charlie. Merci beaucoup pour cet entretien avec toi. Moi, je voulais te demander ce qui t'avait amené à être chercheur sur le cerveau. Voilà, mais peut-être ce sera sûrement pour une autre fois. On va te tenir en haleine, les auditeurs. On te réinvitera. Je peux le dire dans une phrase, alors, si tu veux. On t'écoute, vas-y, dis-nous. Donc, dans une phrase, je l'ai trouvé fascinant, en fait. Et j'ai poursuivi ce qui me fascinait et je suis content de trouver que j'ai pu faire ma vie en faisant quelque chose qui me fascinait. Ouais, nous aussi, on te trouve fascinant. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir accepté d'être avec nous, en tout cas. Merci eh bien, beaucoup. On t'embrasse fort et on te dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Allez, on part pour une petite pause musicale maintenant. Corps nu, j'ai besoin de tes mains.
Et c'est parti pour les actualités scientifiques. Vous reprendrez bien un peu de science ? Oui, alors la nouvelle du moment, c'est l'Europe qui lance son plan d'interdiction massive de substances chimiques toxiques pour la santé et l'environnement. Donc, on est en plein dans la thématique de la Fondation Rovaltin, n'est-ce pas ? Effectivement, la Commission européenne a publié lundi dernier sa feuille de route pour éliminer des milliers de substances les plus dangereuses de produits de grande consommation d'ici à 2030. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Phtalates, bisphénol, PVC, parabènes, retardateurs de flamme bromés et autres. Voilà. Tous ces mots ne vous disent rien et pourtant, ce sont des polluants dits du quotidien. On les retrouve par exemple dans les jouets, les biberons, tétines malheureusement, emballages alimentaires, vêtements, meubles, appareils électroniques, cosmétiques, peintures, produits d'entretien et j'en passe. Au total, donc, plusieurs milliers de produits toxiques seront interdits. On croise les doigts dans les prochaines années. Une bonne nouvelle qu'on va suivre de près. Merci Mathilde pour cette bonne nouvelle. Oui. Et puis aujourd'hui, on parle également de supergènes. Alors récemment, remis sur le devant de la scène par un article publié dans Nature, Ecology and Evolution, thank you. Un gène est une unité d'information génétique héréditaire dont l'expression affecte les caractères d'un organisme. Alors, eh bien, sachez qu'il existe ce que l'on appelle des supergènes. Et non, pour les fans de super-héros, eh bien, les supergènes ne vous donnent pas des super-pouvoirs, quoique. Ces super sont liés à des mutations ? Non. Il s'agit d'un groupe de gènes liés entre eux, environ 60 et 100, et qui codent ensemble, c'est-à-dire comme un seul homme ou une seule femme, pour un comportement qu'on dit complexe. Alors ces supergènes sont apparus il y a 1,5 million d'années environ et possèdent deux propriétés étonnantes. D'abord, ils sont issus d'une inversion chromosomique, c'est-à-dire on a un morceau entier de chromosome qui s'est retourné, et cette inversion qui devrait normalement être éliminée est conservée dans la descendance. Wow. Et ensuite, ils donnent véritablement lieu à des formes ou sortes de super-pouvoirs, comme la possibilité, par exemple, pour certains papillons tropicaux, de changer les motifs de leurs ailes afin de mieux se protéger des prédateurs, en mimant ceux d'un autre papillon toxique pour les oiseaux. Ou alors la capacité pour les lieux, non pas les lieux, les endroits, mais les lieux, les poissons, migrateurs dans la mer Baltique, de s'adapter à la faible salinité, par exemple. Donc, chose que ne savent pas faire les espèces de lieux sédentaires. Voilà, ça donne un petit peu d'espoir lorsque l'on pense à l'évolution de la planète et la situation de la planète. Et pourquoi pas, ça donne un peu d'espoir pour notre évolution à nous-mêmes. Un bel exemple d'adaptabilité, j'ai l'impression. Retour sur un petit point cinématographique. Delphine et moi avons assisté la semaine dernière à une projection des plus intéressantes en cette fin avril. C'était lors de l'assemblée plénière organisée par nos amis de la FRB qu'on salue, qui sont la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et le film en question, c'est La fabrique des pandémies, réalisé par Marie-Monique Robin, qui est journaliste et réalisatrice. Alors, ce documentaire traite avec justesse et pédagogie le lien entre préservation de la biodiversité et santé humaine. Et le constat est sans appel, la destruction des écosystèmes par la déforestation, urbanisation, agriculture industrielle et massive menace directement la santé planétaire. Effectivement, et puisque c'est l'émission de toutes les transgressions, une fois n'est pas coutume, on profite de cette émission pour vous parler d'un film que j'ai vu ce week-end en avant-première à l'Institut Lumière, à l'occasion des festivals du film du Sud, Costa Brava, de la réalisatrice libanaise Mounia Akel. Alors le film raconte l'histoire d'une famille qui s'est installée dans la nature pour fuir Beyrouth, puisque dans ce récit hypothétique, Beyrouth est extrêmement polluée, il y a des déchets partout, des poubelles qui s'amoncellent dans les rues, un air vicié. Cette famille, composée de 2 parents, 2 filles et d'une belle-mère, vit en autarcie dans un très bel endroit entouré d'arbres et de forêts. Malheureusement, évidemment, leur semi-tranquillité va être perturbée lorsque le gouvernement va décider de faire une décharge, sortez les guillemets, écologique sur la parcelle juste juxtaposée à la leur pour y enfouir des déchets. S'ensuit alors toutes les nuisances que vous pouvez imaginer. Alors malgré cette thématique grave, le film est plutôt léger. Sur fond de conte écologique, Mounia Akel en profite pour aborder de nombreux autres sujets,
comme l'engagement, les relations au sein de la famille, la nostalgie de sa vie d'avant, le besoin d'être avec d'autres et de vivre des expériences, le sujet des relations de couple, de la liberté qu'on laisse aux autres, et le tiraillement constant que peut être la vie à 2, à 3, à 4 ou 5. Alors lorsque l'on veut trouver un équilibre entre la vie en communauté et ses propres besoins. Et évidemment, Munia Hackl parle d'amour. Alors on vous invite à aller voir ce film, d'abord parce que c'est quelque chose qui pourrait très rapidement nous arriver. Ensuite parce que c'est traité avec beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté, ces choses importantes de la vie. Et enfin parce qu'il est très bien réalisé. Voilà, alors on répète Costa Brava de Munia Hackl et en salle normalement fin mai. Eh ben, ça donne envie, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, sans transition, on passe à l'anecdote. De qui ? Eh ben, de moi cette fois. De Mathilde. Lorsque l'on parle d'espèces disparues, certains pensent tout de suite aux incroyables dinosaures qui ont foulé la Terre il y a des millions d'années. Mais je vous propose de revenir sur une des premières espèces disparues à cause de l'homme. J'ai nommé le dodo. À mi-chemin entre la dinde et le canard, cet animal imposant était endémique de l'île Maurice depuis 4 millions d'années. Une sorte de volatile, oui, mais incapable de voler à cause de son poids. Et le dodo n'est pas non plus très véloce et se déplace assez lourdement. En revanche, du fait de l'absence de grands mammifères terrestres, donc de prédateurs sur l'île, l'animal était présent en grand nombre et pouvait mesurer jusqu'à 1 mètre et peser plus de 20 kilos. Bref, un animal bien portant qui prospérait sur l'île. Un état de grâce qui dura jusqu'à l'arrivée des conquistadors portugais en 1505. Des écrits de 1598 font référence au mauvais goût et à la fermeté de sa viande. Et c'est là tout le paradoxe. Bien que peu apprécié pour sa chair, le dodo était largement chassé. Par sa morphologie ne lui permettant pas de fuir, il était une proie facile pour les marins de passage. Il s'agissait donc d'une chasse de plaisir. Qui plus est, d'autres facteurs ont contribué à la disparition du dodo. Je vous explique. Avec l'arrivée des hommes naviguant depuis leurs contrées lointaines, de nombreux animaux faisaient également partie du voyage. Chiens, chats, rats et même macaques ont alors débarqué sur l'île. Le dodo, qui avait pour habitude de pondre directement sur le sol, a vu la forêt qui était son habitat se réduire par la coupe massive de bois, laissant ainsi ses œufs à la merci de ces nouveaux mammifères fraîchement débarqués. Pendant un siècle, les dodos subissent ces multiples menaces issues de l'arrivée des hommes. Le dernier spécimen se serait éteint entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe. Le dodo, disparu, est aujourd'hui le symbole de l'île Maurice et reprend vie dans notre culture populaire. Vous l'avez sans doute croisé dans Alice au Pays des Merveilles. Et si vous êtes allé, par chance, à La Réunion, vous avez pu boire la bière qui porte son nom. Merci beaucoup Mathilde, c'était absolument super. Donc moi je savais pas qu'il y avait une bière réunionnaise, mais j'ai très envie de la goûter maintenant. Je ne sais pas si on peut la trouver par ici. Et puis si vous voulez voir une réplique du dodo, il me semble qu'il y en a une au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est ça, à la Galerie Exactement. de l'Évolution. Ouais. Voilà, pour voir à quoi ça ressemble un dodo, alors pas en vrai, mais en presque vrai, quoi. Voilà, ça fait drôle de se dire quand même qu'on est à l'origine de la disparition, mais voilà. Bah, là, j'ai appris quand même qu'ils faisaient leur nid par terre. Ce qui est quand ouais. même au niveau évolutionniste, enfin, je sais pas si ça se dit évolutionniste, en termes d'évolution, c'est pas non plus Effectivement. les pauvres. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et ben, c'est parti pour les actualités de la Fondation. Vous reprendrez bien un peu de science ? Allez, on passe aux actualités de la Fondation. Alors, on parlait de bière un petit peu plus tôt, avec modération bien sûr, mais le 10 mai prochain, nous vous invitons tous à venir suivre notre Pint of Science autour des micropolluants dans l'eau. Alors, Pint of Science, c'est quoi ? C'est une conférence décontractée, mais pas moins sérieuse, qui aura lieu au Café Associatif du Cause Toujours. Donc, la billetterie est ouverte et un duo de scientifiques viendra vous familiariser avec la notion de pollution aquatique, avec des quiz et, a priori, pas mal de petites expériences à vivre ce jour-là. Voilà, donc rendez-vous sur notre site. À vos agendas aussi, pour le 24 mai prochain. Donc, nous organisons une conférence toujours gratuite et ouverte à tous à l'Université Grenoble-Alpes sur le site de la Tour Maubourg.
Ne vous êtes-vous jamais demandé comment les autres animaux percevaient le monde ? En tout cas, cette conférence propose justement d'illustrer cette idée avec les scorpions. Venez découvrir donc le 24 mai comment le scorpion perçoit le monde. Merci beaucoup Mathilde, inscrivez-vous nombreux. Alors voilà, cette émission touche à sa fin. On était très heureuse de partager ce moment avec vous. Merci à Charlie Wilson d'avoir partagé ses travaux sur l'apprentissage et le cerveau. Et puis merci à Sylvie pour la technique. Merci à Arthur d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci et à puis on vous retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore l'esprit du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.